YouTube a changé et pas qu'un peu. Je pense que vous le sentez. En 2025, son algorithme n'est clairement plus celui qu'on a connu auparavant. Et ce n'est pas une énième vidéo qui va vous raconter qu'aujourd'hui il faut une bonne miniature, un bon watch time. Non, c'est plus suffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment comprendre ce qui bouleverse la plateforme. Pourquoi des créateurs énormes ne font plus de vues. Pourquoi des chaînes avec 300 abonnés sortent des vidéos à 500K sans montage. Et je suis sûr que vous avez remarqué que les vidéos sont plus longues. Et tout ça, c'est une réponse. Et cette réponse, elle commence avec le LLM. Jusqu'en 2022, l'algorithme YouTube, on le sait, reposait beaucoup sur l'historique de visionnage. C'est sa particularité, on va y revenir en détail de comment ça fonctionne et comment là ça a été modifié. Les signaux d'engagement à travers les métriques les plus connues, les likes, le CTR pour le taux de clic sur les miniatures, le watch time. Mais il y avait aussi les similarités de contenu et aussi l'optimisation des sessions, le fait de faire rester une audience plus longtemps sur la plateforme. Tout ça formait un système qui était purement statistique et comportemental. Et c'était celui-ci qui déterminait ce qui faisait apparaître les vidéos en page d'accueil, sur la barre latérale, en fin de vidéo, tout ça. On est en 2023 et YouTube fait un petit changement. Il fait un petit changement et il rajoute une couche supplémentaire, mais qui ne se contente plus seulement d'analyser les statistiques. Elle comprend le contenu, mot par mot, minute par minute, et surtout, elle apprend. Elle se perfectionne, et après bientôt 2 ans à avoir analysé tous les contenus, elle est devenue experte. Et je suis sûr que tout ça vous fait penser à quelque chose, l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit en fait sur YouTube depuis quelques mois, c'est une transition complète d'un algorithme de surface, qui était autour des métriques, des CTR, du watch time, tout ça, à un algorithme bien plus profond, qui utilise les LLM, Large Language Model. Donc les grands modèles comme Gemini, Claude AI, GPT, qui sont maintenant capables de scanner, classifier, comprendre toutes les vidéos comme des humains, et ça change vraiment tout. Je vous explique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant les vidéos sont lues elles aussi en entier par les IA. Donc avant, on se concentrait sur vraiment les conséquences de ces vidéos, c'est-à-dire quelles statistiques elles allaient engendrer. Maintenant, l'algorithme de YouTube peut lire les vidéos et surtout, l'IA, elle comprend ce que tu dis, elle fait un transcript comme il est possible de faire, tout le monde peut faire avec ChatGPT par exemple, elle fait un transcript de la vidéo, c'est-à-dire qu'elle résume mot à mot tout ce qui a été dit dans la vidéo, mais au-delà de ça, elle est capable d'analyser le ton, les sous-entendus, la richesse du vocabulaire, et donc finalement la richesse de la valeur de ce que tu délivres, de l'émotion aussi qu'il peut y avoir à travers une vidéo. Donc tout ça, le fait de pouvoir résumer, classifier, ça lui permet d'évaluer la pertinence d'une vidéo par rapport à des requêtes qui sont peut-être plus complexes qu'avant. Par exemple, une vidéo qui parle du burn-out en large et en travers sans jamais utiliser le mot burn-out pourra désormais être classée comme telle si jamais un utilisateur cherche des vidéos à ce sujet, grâce à la compréhension implicite du LLM. Donc déjà, il y a des grandes conséquences pour les créateurs. Donc on peut voir que tous ceux qui font des contenus qui sont plus structurés, chapitrés, avec un titre et une miniature qui sont cohérentes, et j'insiste sur le mot cohérente avec ce qui est dit dans la vidéo, ce sera mieux compris par l'algorithme, donc sera mis en avant davantage. Les vidéos aussi qui auront une valeur informationnelle vraiment forte, ou alors une narration tout aussi forte, seront elles aussi mises en avant, car mieux comprises, est perçu comme plus riche par le LLM. Et du coup, il est même possible que des créateurs avec peu d'abonnés puissent être propulsés par le LLM grâce à sa capacité à analyser énormément de vidéos et donc à détecter, même parmi les créateurs qui ont peu d'abonnés, des vidéos qui sont des pépites en termes de valeur selon lui et donc de les propulser, peu importe ce plafond de verre d'avoir peu d'abonnés. En revanche, pour les chaînes qui ont peut-être un storytelling plus faible, ça va être compliqué. Celles qui, globalement, sont mal nommées, la miniature est pas forcément cohérente, on pense aussi aux miniatures qui sont trop putaclic, ça en fait partie, qui ont des contenus peut-être un peu flous, seront probablement moins promues, même si elles ont des bonnes métriques. Par exemple en CTR, donc le taux de clic par miniature, ce qui veut dire que même si vous avez un bon taux de clic par miniature, beaucoup de personnes cliquent sur votre miniature par rapport au nombre de fois où elle était proposée, ce qu'on appelle les impressions, et ben en fait, ça, ce sera un petit peu du résultat court terme que vous aurez gagné, mais sur le long terme, le LLM désormais ne vous mettra plus en avant si vous n'avez pas une réelle valeur selon lui à proposer. Pareil, et là c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez je trouve sur la plateforme, mais toutes les chaînes qui changent trop de format, qui n'ont pas de niche, qui n'ont pas forcément de thématique, d'ancrage thématique, peuvent perturber la lecture du LLM et sa compréhension finalement de d'accord mais cette chaîne elle fait quoi concrètement, c'est quoi le fil directeur, pouvoir faire des connexions entre les audiences et on va y revenir, c'est ultra important ces histoires de connexion.
Pourquoi? On vient de le voir, là maintenant, l'IA, elle peut détecter clairement la clarté du propos, la logique et storytelling progressif, mais il est donc aussi capable de détecter une sorte de valeur, en tout cas d'identifier une valeur et de la scorer, de lui donner un score, de la quantifier. Et pour ça, il se base aussi sur une des fonctions premières de l'algorithme de YouTube et qui a fait qu'il est différent des autres plateformes, c'est celui de l'historique des visionnages. Alors, qu'est-ce que l'historique de visionnage croisé, c'est vraiment ça. Un petit point important quand même, parce que c'est vraiment propre à YouTube. Il s'agit de l'analyse par YouTube, donc des historiques de visionnage entre différents utilisateurs. Donc, ça lui permet en gros de déduire quels contenus sont liés entre eux. En clair, si par exemple ils se rendent compte qu'un certain type de spectateur, après avoir vu une vidéo A, va voir une vidéo B et, en tout cas, avant, a de bonnes métriques parce que c'est ce qui lui suffisait, et il va établir un lien entre la vidéo A et la vidéo B, même si A et B ne sont pas forcément du même sujet, ne sont pas forcément du même créateur. Simplement, il va commencer à établir des liens connexes, des liens qu'il admet qu'il ne comprend pas forcément, mais en tout cas, il voit une sorte de récurrence dans le schéma comportemental de ses audiences. Et donc, il va pouvoir mettre en avant la vidéo B suite à la vidéo A, encore une fois, même si le sujet n'est pas le même. Sauf que comme j'ai dit avant, ces liens étaient faits de manière plus simpliste et plus statistique vraiment sur le fait que telle vidéo fait un bon watch time, donc voilà. Aujourd'hui, grâce au LLM, il est possible d'avoir un système de recommandation par intention, ce qu'on va appeler. Donc, pas de panique, c'est pas forcément un mot très compliqué. En fait, le LLM, ça permet à l'utilisateur de comprendre, ça permet à la plateforme de comprendre ce que l'utilisateur veut vraiment. Que ce soit de manière implicite quand tu es sur la page d'accueil par rapport à son comportement, ou par rapport même à des requêtes qu'il va faire. En clair, si par exemple un utilisateur tape se remettre au sport doucement, avant il aurait eu des vidéos de remise en forme relativement au hasard, mais en lien avec le sujet, la remise en forme, le sport, etc. Maintenant, il va comprendre qu'il va falloir proposer peut-être des vidéos de stretching, de fitness, de conseils psychologiques, ou encore de routines progressives pour se remettre tranquillement. Parce qu'il aura compris que dans la requête doucement, il y a une émotion derrière qui est celle peut-être de s'y remettre, et donc ça peut suggérer une forme de peur, une forme d'attente, de stress. Et donc le LLM va couvrir tous les angles de sa requête. L'angle physique, l'angle mental, programme, etc. Donc c'est comme si le LLM pouvait maintenant créer une carte mentale de l'intention du spectateur pour beaucoup mieux le comprendre à 360. Donc ça, c'est le premier gros changement qui est en train de s'opérer avec le modèle de YouTube, et ça va avoir des conséquences sur les contenus qui sont mis en avant. On le voit déjà depuis 2023, et notamment une de ces conséquences, c'est que les contenus sont de plus en plus longs, et on regarde ensemble pourquoi. Parce que déjà, en 2021, face à la grande croissance de TikTok et des Reels Instagram, YouTube sort les shorts. Alors au début, ça avait moyennement marché quand même, ça fait un peu polémique, parce que c'était un petit peu anti-YouTube à la base. YouTube résistait pas mal. Ils sortent les shorts, et il faut se rappeler qu'avant, c'était vraiment limité à 60 secondes maximum. Sinon, ça passait en vidéo normale. Pourquoi YouTube a fait ça? Parce qu'il a cherché à diviser pour mieux régner. Tout simplement. Maintenant que les shorts sont entrés dans les habitudes de consommation, il a étendu les shorts jusqu'à 3-4 minutes. Et à votre avis, la question c'est pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce que en fait, au lieu de tout mélanger entre shorts et format long, ça lui permet maintenant de structurer son offre et de structurer aussi son analyse avec ses modèles algorithmiques. Aujourd'hui, on peut se dire que d'un côté, on a les contenus fast-food et les contenus gastronomiques. Et c'est bénéfique pour la plateforme de vraiment polariser ces deux contenus. D'avoir vraiment d'un côté les contenus très pour se faire découvrir rapidement, qui se consomment très facilement, qui sont très dynamiques, hop ça envoie, waouh, des effets flash, tout ça, et d'un côté, vraiment à l'opposé, des contenus plus longs, où là on prend le temps de créer de la valeur, de rassembler une communauté, de parler de sujets peut-être un peu plus en profondeur. En fait, c'est fait pour ça. Et ça permet d'avoir vraiment les deux angles, parce que YouTube s'est rendu compte qu'il y a vraiment deux types de consommation. La consommation où tu as le temps, et la consommation de contenu où tu n'as pas le temps. Et je suis sûr que d'ailleurs c'est pour ça que YouTube veut scinder les vues dans l'espace créateur entre les shorts et YouTube. Mais le coup de génie, c'est que ça permet aussi, d'un point de vue plus marketing, réduire un petit peu la question du côté des consommateurs de TikTok ou YouTube, mais plutôt de les rediriger vers short ou contenu long.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet de cadrage. Donc avec cette progression et cette polarisation, on arrive du coup à laisser beaucoup plus de place aux contenus longs qui vont se retrouver que entre contenus longs et être analysés de la sorte. Et en même temps, on a 3 autres facteurs quand même qui propulsent les contenus à se rallonger. Le premier, c'est que l'air de rien, et le public YouTube de 25 est encore plus adulte qu'avant, et il continuera de devenir adulte. Ça crée une demande qui veut de la qualité, qui veut des contenus bien produits, mais aussi bien pensés. Deuxième chose, la consommation des contenus sur Smart TV explose. Alors ça, moi je m'en doutais pas forcément à titre personnel sur l'ensemble de mes chaînes, j'ai pas forcément vu, il y a une part, mais c'est pas non plus une part majoritaire, mais il y a apparemment plus de 50% des vues de vidéos longues et très longues qui viendraient d'une consommation par Smart TV, directement ou indirectement. Donc assez sceptique sur ce chiffre, mais bon. Et enfin, le LLM justement qu'on a vu avant qui favorise les contenus qui en fait sont certes peut-être plus longs, mais jugés de meilleure qualité car possibilité aujourd'hui de comprendre vraiment l'intérieur de la vidéo et pas seulement quelle stat elle va faire. Et c'est vrai que au State par exemple, on voit des contenus comme Veritasium, très représentatifs de ça, Colin et Samir aussi, qui en fait sont des vidéos qui deviennent très grand public alors que le sujet de base est assez niche, mais tant la valeur est intéressante, le titre et la miniature bien pensés pour intriguer et l'histoire, le storytelling bien amené pour nous plonger dans le récit, ça marche bien. Et des histoires réussies, on a l'exemple en France avec par exemple la chaîne Ego qui a explosé il y a 2-3 ans maintenant, il me semble, qui est vraiment dans cette démarche-là aussi. C'est-à-dire que là, on a carrément pas de visage, des miniatures presque abstraites, j'ai envie de dire, mais qui créent une cohérence aussi, qui créent une image de marque YouTube pour la chaîne, et derrière un storytelling qui est vraiment monstrueux et une production au niveau des images, des musiques et de la documentation qui est presque cinématique. On a aussi par exemple beaucoup de créateurs qui se mettent à faire des contenus un petit peu storytelling ou alors avec la bonne production derrière. Je pense à Micode qui fait pas mal penser à Scammer Payback et beaucoup d'autres créateurs français. Donc ça c'est la première grande conséquence qu'on voit, c'est vraiment le rallongement des vidéos longues. Enfin moi personnellement je trouve que c'est assez flagrant. Mais le deuxième truc que j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est les vidéos sans montage qui explosent vraiment de toutes parts. Et ça commence à faire un petit moment aussi, là ça fait 1-2 ans. Pareil avec l'apparition du LLM, honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment eu un avant-après début 2023 sur la plateforme. Et ce qui fait exploser finalement une vidéo aujourd'hui, si on prend en compte la puissance du LLM, et elle a l'air d'être présente, c'est finalement l'idée, / le concept de la vidéo, et la valeur qui va être dedans. Alors par valeur, chacun sa définition de valeur, parce que la valeur, c'est un peu un mot fourre-tout. Je parle pas que pour des vidéos type éducationnel ou business, tout ça. La valeur, ça peut être aussi la valeur d'une vidéo de divertissement, à quel point elle crée de l'émotion. Tout ça rentre dans le compte de la valeur, de la qualité. Et je vais vous donner des exemples pour chacun d'eux. Pour ce qui est la valeur, j'aimerais vous parler, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Jonathan Bessot, qui avait sorti une vidéo « Message à ma génération ». Alors ça fait un petit moment qu'elle a été sortie cette vidéo, malheureusement elle a été supprimée depuis, et j'espère que c'est pas à cause de nombreuses critiques ou quoi, parce que c'est vrai que ça c'est un des effets de la viralité, comme j'essaie de le rappeler pas mal, la viralité c'est pas forcément quelque chose de bon pour des chaînes YouTube, bien au contraire, c'est vraiment un coup de poker. Et cette vidéo avait presque atteint 1 million de vues, et vous vous souvenez, c'est une miniature très simple où c'est un jeune qui doit avoir la vingtaine, enfin début vingtaine, ou un peu moins, qui est face caméra, et qui en fait parle pendant 20 minutes face caméra, et ça fait presque 1 million de vues, et en fait, moi j'avais regardé un petit peu cette vidéo, et je pense que sa valeur quelque part, qui était forte quand même chez cette vidéo, pour ceux qui voient laquelle je parle, vous me direz si vous êtes d'accord, mais c'était qu'il y avait un vrai côté touchant. Il y avait vraiment un vrai côté touchant dans la personne, dans le message qu'il essayait de délivrer. C'était un message, il me semble, qui était assez en marge de la société actuelle, dans le sens où lui, c'était quelqu'un qui était plus proche de la nature, de la vie d'agriculteur aussi, tout ça. Et c'est ce qui mettait en fait en avant un mode de vie plus simple, face, il me semble, un petit peu à l'explosion des réseaux, de la polémique, tout ça, enfin... C'est un message, j'ai envie de dire, qui n'est pas forcément ultra original dans le sens où ce genre de message, on le voit partout, mais encore une fois, sa valeur était dans la forme qu'il a su mettre alors qu'il n'y avait pas de montage. Vous voyez, c'est là où il y a un peu une sorte de ligne fine, c'est-à-dire que on peut avoir beaucoup de forme, beaucoup de valeur dans la forme, mais sans que ce soit par le montage. Et lui, c'était par vraiment l'authenticité de son message, à quel point il était touchant. Et ça, YouTube l'a compris avec le LLM, il l'a très bien compris. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il me semble que lui, il avait 2 ou 3 000 abonnés grand maximum,
et que la vidéo voilà, a presque fait 1 million de vues, c'est quand même assez phénoménal pour une vidéo sans montage. Et après, on a vu plein de gens qui ont essayé de reprendre ce concept, message à mes générations avec la miniature, mais là, ça ne marchait plus. Le LLM a bien compris que c'était des copies d'une originale déjà existante et beaucoup plus qualitative. Un deuxième exemple dont j'aimerais vous parler, c'est celui de Yann Lur. Alors, on ne connaît pas trop parce que c'est pas un français, mais c'est un créateur qui est dans la niche de l'astrophysique. Lui, il avait une chaîne donc voilà, sur l'astrophysique. Il avait sorti une vidéo qui était sur le fait qu'il photographiait la Voie lactée, et ça avait fait peu de vues. Alors, peu de vues à son, enfin, ça avait fait peu de vues à son échelle. Il a quelques milliers d'abonnés, ça avait fait une dizaine de milliers de vues sa vidéo, et il avait fait appel à Paddy Galloway. Donc j'ai sorti une vidéo sur Paddy Galloway, donc un consultant YouTube américain, un des plus forts dans son domaine. Paddy Galloway avait transformé l'angle d'attaque de la vidéo, et il lui avait proposé de partir autour du concept de photographier la Voie lactée en 10 minutes, 1 heure, 10 heures. Et la vidéo maintenant a plus d'1 million de vues, elle a explosé vraiment du jour au lendemain. Et du coup, la deuxième chose qui est importante à comprendre, et qui est très très sous-cotée aujourd'hui quand on voit des vidéos vraiment sur les conseils, sur les réseaux, tout ça, c'est beaucoup autour, encore une fois, du watch time, la rétention, attirer l'attention, le hook, tout ça. Et c'est vrai, hein, il y a une vraie technique psychologique derrière pour créer tout ça, mais quelque chose de très sous-coté, la cohérence. La cohérence. La cohérence, c'est le maître mot de cette chaîne, je crois. Je vais renommer la chaîne Cohérence, en fait. Pourquoi ? Parce que trop de créateurs aujourd'hui n'ont pas de miniatures et de début de vidéo qui sont cohérents. C'est-à-dire que, certes, il faut attirer, et d'ailleurs, j'allais dire il faut avoir une belle miniature. Non, c'est pas intéressant d'avoir une belle miniature, il faut avoir une miniature qui donne envie de cliquer, mais pas forcément une belle miniature qui soit graphiquement belle. Il faut une miniature qui donne envie de cliquer sur la vidéo, de la voir, et il faut qu'ensuite ce soit cohérent, qu'on ne tombe pas sur autre chose. Et c'est ce qu'ils avaient réussi à créer. Et ils ont juste changé ça, l'angle de la vidéo, pour créer une cohérence beaucoup plus grande entre l'attente que va avoir le spectateur et ce qui va vraiment être délivré, et la vidéo s'est envolée. Donc là, c'est vrai que deux choses qui expliquent pourquoi les petites chaînes peuvent exploser, et même sans montage, c'est la valeur transmise, que ce soit l'émotion, l'information, etc., qu'il y ait vraiment une forte valeur dans la vidéo. Et le deuxième axe, c'est la cohérence, l'angle choisi pour tel sujet. Vous pouvez parler d'un même sujet à travers 10 vidéos, mais l'angle pourrait être différent, que ça vous donnerait 10 vidéos avec des résultats très différents. Donc tout ça nous amène à nous questionner sur les tendances futures de YouTube, les néo-tendances on va dire, pour 2025, et c'est vrai que il faut maintenant admettre que YouTube, c'est plus un algorithme, hein. C'est un ensemble d'algorithmes, un ensemble maintenant d'algorithmes boostés à l'IA. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cet ensemble boosté à l'IA, il juge vos contenus, il juge les contenus sur la plateforme. Il faut arrêter cette illusion qu'il est possible de tromper l'algorithme, qu'il est possible, en cochant 2-3 paramètres secrets, c'est bon, c'est réglé. Ou même en essayant de faire une miniature, clickbait, machin. Honnêtement, ça commence à être tellement qualitatif l'algorithme YouTube que c'est juste une reproduction de est-ce que ça plaît à un humain ou non, vraiment. Alors, un humain trop général, pour être très précis, est-ce que ça plaît à votre audience type ou non? Voilà, ça, ce serait plus précis, plus exact. Deuxième chose, c'est que, voilà, comme j'ai dit, on a un petit peu une explosion des formats longs et aussi de la narration progressive qui explose, qui nous amène à un climax. Donc, il y a une vraie qualité dans le storytelling qui commence à être bien mise en avant. Et c'est comme ça qu'on va gagner beaucoup de points. Et je vais pas dire que le montage sert à rien, je dirai jamais ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout est une question d'équilibre, et que dans ce nouvel équilibre, le curseur entre montage, est-ce que je dois investir du temps et de l'argent dans le montage, ou plus dans la réflexion de mon idée et de comment je vais emmener les gens à travers mon storytelling, et là on sent que le curseur était peut-être plus vers le montage avant, et qu'il est en train de se recentrer, voire d'aller vraiment vers conceptualiser sa vidéo et trouver un storytelling qui soit fort, plus que vers le montage. Et il y a d'ailleurs un retour au contenu brut, alors avec comme la vidéo de Jonathan Bessot, comme je vous ai évoqué, mais j'ai vu aussi des retours de l'algorithme de vidéos un petit peu comme à l'ancienne, les anciens sketchs un peu à la Cyprien, ou même voilà ces sketchs où la valeur était finalement dans les personnages créés ou les idées de blagues. Je pense au sketch parce que c'est vraiment le truc que j'ai vu, mais encore une fois très peu de montage, juste en fait des cuts. Et ça, je trouve que ça fait un petit peu plaisir de revenir à des contenus plus bruts, mais en même temps plus intelligents, un paradoxe intéressant. Et sinon, ma petite prédiction pour YouTube 2026, c'est que j'aimerais vous attirer l'attention sur le packaging. Voilà, le packaging qui pour moi n'est toujours pas assez mis en avant
dans YouTube France par rapport aux Américains qui sont bien plus en avance que nous sur ces sujets-là. Le packaging, ce que l'appelle packaging, c'est vraiment l'ensemble, et c'est un ensemble, il faut le voir comme une unité, titre, miniature, 30 premières secondes, qui doivent toujours être alignés, toujours être réfléchis ensemble pour créer une expérience utilisateur qui ne fasse jamais sortir l'utilisateur de son expérience de cliquer sur la vidéo et de le conduire tout du long. Et c'est vrai que ces 30 premières secondes prennent encore plus d'importance avec l'analyse du LLM qui maintenant analyse en profondeur ces 30 premières secondes et donc quelles sont les promesses de la vidéo, etc. Et aux États-Unis, on voit que, bon, déjà, eux, ils ont des script stratégistes et des creative directors qui sont spécialisés YouTube. Donc là, ils sont déjà pas mal en avance par rapport à nous. C'est pas trop ce genre de métier, ça n'existe pas trop. Mais comme je vous ai parlé de Paddy Galloway qui est consultant YouTube, etc., c'est des activités qui marchent beaucoup parce que YouTube, c'est vraiment un énorme marché aussi pour les business. Et ben, il y en a qui commencent à être spécialisés en hook, en 30 premières secondes sur les formats longs. Donc voilà, ça c'était le truc un peu fun que je voulais vous parler. Il y a vraiment des mecs qui commencent à être spécialisés. Et Paddy Galloway, justement, il a 20 à 30% de ses consultants avec qui il bosse qui sont en fait spécialisés dans les 15 premières secondes. Vraiment, là, on est dans le niche. Mais vraiment pour être capable de capter cette attention, lui créer des promesses, des attentes, le rassurer quant à la miniature et titre sur lesquels ils ont cliqué. Alors tout ça, c'est très ciblé, hein. Mais il y a une vraie valeur qui s'en dégage, on le sent. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'en France, on est encore trop en retard par rapport à tout ça, parce que même la capacité à créer des scripts pleins d'émotions, qui retiennent l'attention, qui donnent envie de continuer de voir, d'en savoir toujours plus, ou encore la capacité à réfléchir à une image de marque globale, cohérente à travers les miniatures, tout ça. C'est vraiment des compétences qui, pour moi, deviennent essentielles en fait sur YouTube à mesure que c'est un marché vraiment grandissant en francophonie. Et justement, ma prédiction, c'est qu'ils vont devenir des acteurs très importants pour YouTube 2026, à surveiller de près, et avec ces compétences clés qui vont clairement faire la différence avec ce nouveau YouTube et son algorithme boosté par l'IA. Et ça tombe bien, parce que c'est vraiment le sujet de cette chaîne. Waouh, le hasard fait bien les choses. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt.